Partie 4 Comment devenir un trader discipliné. Chapitre 15 La psychologie du mouvement des prix. Mon objectif pour ce chapitre est de décomposer et d'analyser les dynamiques et la psychologie du mouvement des prix, d'abord, à son niveau le plus fondamental, celui du trader individuel. Puis je vais élargir l'explication en examinant le comportement des traders collectivement en tant que groupe. Je veux démontrer que, si vous comprenez les forces psychologiques inhérentes aux actions des traders, vous pouvez facilement déterminer ce qu'ils croient sur l'avenir en observant simplement ce qu'ils font. Une fois que vous savez ce que les traders croient sur l'avenir, il n'est pas si difficile d'anticiper ce qu'ils sont susceptibles de faire ensuite, dans certaines circonstances et conditions. Ce qui est vraiment important à propos de cette compréhension, c'est qu'elle vous aidera à comprendre les distinctions entre la pensée illusoire et le potentiel réel qui existe pour le marché de se déplacer dans une direction donnée. Vous apprendrez à laisser le marché vous dire quoi faire en comprenant les forces derrière son comportement et ensuite en apprenant à différencier entre des informations de marché pures et non contaminées et la façon dont ces informations sont déformées une fois qu'elles commencent à vous affecter. Le composant le plus fondamental des marchés est les traders. Gardez à l'esprit que les traders sont la seule force qui peut agir sur les prix pour les faire bouger. Tout le reste est secondaire. Qu'est-ce qui constitue un marché? Deux traders prêts à échanger, l'un voulant acheter et l'autre voulant vendre, qui s'accordent sur un prix et effectuent ensuite un échange. Que représente le dernier prix affiché? Le dernier prix affiché est ce que quelqu'un était prêt à payer et ce que quelqu'un était prêt à vendre au moment où les deux traders se sont mis d'accord sur l'échange. Cela reflète un accord valeur actuel entre ces traders agissant à ce prix. Quelle est l'enchère? Un trader annonçant le prix auquel il est prêt à acheter. Quelle est l'offre? Un trader annonçant le prix auquel il est prêt à vendre. Comment les traders gagnent-ils de l'argent? Il n'y a que deux façons de jouer à ce jeu pour gagner de l'argent. Acheter à un prix que vous croyez bas par rapport à où vous pouvez le revendre à un moment futur. Ou vendre à un prix que vous croyez élevé par rapport à où vous pouvez le racheter à un moment futur. Maintenant, examinons l'intérieur de la fosse pour voir ce qui doit se passer pour que les prix se déplacent hors de l'équilibre et comment cela nous dira ce que croient les traders. 98 à 18 l'offre, les vendeurs tentant de vendre haut. 98 à 17 équilibre, le dernier prix. 98 à 16 l'enchère, les acheteurs tentant d'acheter bas. Puisque le seul objectif du trading est de gagner de l'argent, nous pouvons supposer qu'un trader n'entrera pas sciemment dans une transaction en croyant qu'il va perdre. Et pour qu'une transaction existe, il faut deux traders qui s'accordent sur un prix. Cependant, dès que deux traders acceptent la transaction, ils se soumettent tous deux au risque de marché. En d'autres termes, le prochain tick va faire de l'un d'eux un gagnant et de l'autre un perdant. Puisque nous savons que les deux traders veulent gagner et qu'aucun trader ne veut perdre, nous pouvons supposer que les deux traders ont des croyances complètement opposées sur la valeur future du contrat. Ainsi, pour que deux traders s'accordent sur un prix et effectuent une transaction, ils doivent avoir des croyances diamétralement opposées sur l'avenir. L'acheteur croit qu'il achète bas par rapport à où il peut revendre à un moment donné dans le futur, et le vendeur croit qu'il vend haut par rapport à où il peut racheter à un moment donné dans le futur. Si le prochain tick va faire de l'un d'eux un gagnant et de l'autre un perdant, nous pouvons supposer qu'aucun d'eux ne croit qu'il va être ce perdant. Si le vendeur croyait que le prochain tick allait être à la hausse, pourquoi n'aurait-il pas attendu pour le vendre plus cher? Il en va de même pour l'acheteur. C'est l'objet du jeu et le seul moyen de gagner de l'argent. Fondamentalement, ce que nous avons est une situation où deux forces opposées s'affrontent. Les deux croient qu'ils ont raison sur l'avenir, et seule une des parties peut profiter aux dépens de l'autre. Si le dernier prix d'un contrat à terme sur obligation était de 99 à 14, que doit-il se passer pour que le prix passe à 99 à 15? Très simplement, un trader doit être prêt à enchérir et à payer plus que le dernier prix. Cela signifie qu'en rapport avec le dernier prix affiché, il doit être prêt à faire l'opposé d'acheter bas. Tout trader ou groupe de traders prêt à acheter haut ou à vendre bas par rapport au dernier prix affiché est très significatif pour plusieurs raisons. Tout d'abord, un trader prêt à acheter haut ou à vendre bas au lieu d'acheter bas ou de vendre haut doit avoir une conviction plus forte dans sa croyance en la valeur future, même si sa conviction est due à la panique. Deuxièmement, il fait du dernier prix un bas. Troisièmement, il prend l'initiative de manière agressive et fait des perdants de tout le monde qui a vendu au dernier prix et approfondit les pertes de ceux qui ont vendu plus bas. Quatrièmement, il crée un mouvement de prix qui peut éventuellement prendre de l'élan si d'autres traders perçoivent le nouveau prix comme bas par rapport à l'avenir. Cela sera également vrai pour le trader qui paye pour liquider une position. D'autre part, le vendeur de l'autre côté de son échange est attiré sur le marché par l'attractivité du prix élevé auquel il peut vendre. Il croit qu'il a l'avantage. En fait, il vend haut,
Mais il ne crée pas de mouvement ni beaucoup de possibilités d'élan dans sa direction. Il choisit un sommet et attend que quelque chose se produise, espérant que cela n'ira pas plus haut. Maintenant, que représentent les actions des deux traders sur le marché dans sa forme collective? Premièrement, cet échange nous dit que personne n'avait une croyance suffisamment forte dans la valeur future pour risquer de lui vendre au dernier prix ou plus bas. Deuxièmement, personne n'était assez agressif pour vouloir entrer sur le marché à découvert ou liquider une position longue existante en offrant de la vendre au dernier prix ou plus bas. Un échange consommé au niveau supérieur suivant crée un nouvel équilibre. Ce nouvel équilibre fait des gagnants de tous les acheteurs au dernier niveau et des perdants de tous les vendeurs au dernier niveau. Tous les perdants au dernier niveau de prix ou plus bas devraient maintenir une croyance dans la valeur future pour rester dans leur position ou démontrer une conviction dans cette valeur future en ajoutant à leur position. Cela est dû au fait que chaque nouveau niveau auquel le prix est proposé rend cela d'autant plus attrayant pour eux. S'ils croyaient que c'était élevé à des niveaux inférieurs, à chaque niveau supérieur, c'est encore un meilleur échange. Cependant, en même temps, chaque mouvement que le marché fait contre leur position invalide l'attente des vendeurs concernant la valeur future. Chaque mouvement démontre clairement que les vendeurs sont passifs, que les acheteurs sont les agresseurs, et que les acheteurs ont un plus grand potentiel pour faire bouger le marché dans leur direction. Le fait que les acheteurs enchérissent agressivement le prix et paient de plus en plus encore dit quelque chose à l'observateur. Cela lui dit qu'il n'y a pas assez de vendeurs pour répondre à la demande des acheteurs pour un échange à chaque nouveau niveau de prix. S'il y a une offre limitée de vendeurs, ces traders souhaitant acheter devront rivaliser entre eux pour le nombre limité de vendeurs disponibles prêts à prendre l'autre côté de l'échange. Rien qu'en observant cette action de prix, vous pouvez dire qu'à l'heure actuelle, l'élan est en faveur des acheteurs. Les prix ne seraient pas proposés à la hausse à moins qu'il n'y ait moins de vendeurs par rapport aux acheteurs. Si les traders continuent à payer de plus en plus, le prix s'éloigne encore plus des anciens vendeurs. Finalement, leur croyance dans la valeur future s'érodera, et un par un, les vendeurs rejoindront le pool existant d'acheteurs rivalisant les uns contre les autres pour les traders de moins en moins nombreux prêts à vendre. Tant que le ratio entre acheteurs et vendeurs reste tel que je viens de le décrire, il y a très peu de potentiel pour qu'un élan de prix à la baisse soit établi. Maintenant, qu'est-ce qui va commencer à faire pencher la balance pour faire reculer le marché? Pour une chose, les anciens acheteurs finiront par prendre des bénéfices. Quand ils le feront, ils rejoindront le pool existant de vendeurs, augmentant ainsi le nombre de traders disponibles pour vendre. Si un mouvement prend suffisamment d'ampleur, il peut devenir similaire à un repas frénétique de requins. Finalement, les prix seront poussés bien en dehors de la ligne avec certains facteurs économiques que d'autres traders perçoivent comme pertinents, les incitant à entrer sur le marché dans la direction opposée. Si ces nouveaux traders entrent avec suffisamment de force, cela provoquera probablement une panique chez les anciens acheteurs, ajoutant à l'élan à la baisse. Peut-être pouvez-vous visualiser cette action de va-et-vient. Quand il y a plus de vendeurs que d'acheteurs pour prendre l'autre côté de la transaction, l'équilibre sera rompu. Les vendeurs proposeront alors agressivement de vendre à un prix inférieur au dernier prix, répondant à ce qu'ils perçoivent comme un nombre limité d'acheteurs pour prendre l'autre côté de la transaction. Tous les mouvements de prix sont une fonction du comportement de groupe. Les prix du marché fluctuent comme un tir à la corde entre ceux qui croient et s'attendent à ce que le marché monte, et par conséquent achètent, et ceux qui croient que le marché va descendre, et par conséquent vendent. S'il n'y a pas d'équilibre entre les deux forces, un côté prendra le dessus sur l'autre. À mesure que les prix s'éloignent de plus en plus du groupe faible, la douleur émotionnelle d'admettre qu'ils ont tort sera en conflit direct avec leur besoin d'éviter des pertes. Finalement, un par un, ils perdront foi en leur position et liquideront leurs transactions, ajoutant à l'élan de la force dominante. La force prévalente continuera à dominer jusqu'à ce qu'il y ait une perception générale que les prix ont trop augmenté et sont en désaccord avec d'autres facteurs connexes. Les membres de la force dominante devront changer de camp pour liquider leur position, créant un élan dans la direction opposée. En tant qu'individu, si nous n'avons pas la force de réellement faire bouger les prix dans la direction qui nous serait le plus bénéfique, alors la meilleure chose à faire est d'apprendre à identifier et à nous aligner avec le côté qui a établi la dominance jusqu'à ce que l'équilibre se déplace et de nous réaligner à nouveau avec le côté établissant la force. À mesure que les prix fluctuent dans ce tir à la corde, cela crée un flux et un reflux qui sont facilement identifiables dans les graphiques de prix ou les graphiques points et figures. Ces graphiques nous montreront en termes graphiques comment les forces interagissent et se contrebalancent. Ils sont une représentation visuelle des croyances des traders dans le futur et de l'intensité avec laquelle ils ont été prêts à agir sur ces croyances. Si, par exemple, un marché a constamment réalisé des sommets et des creux de plus en plus élevés,
pour déterminer ce qui est susceptible de se passer ensuite, posez-vous les questions suivantes. 1. Quel type d'action sur les prix soutiendra les croyances des acheteurs qu'ils peuvent gagner plus d'argent? 2. Quand les vendeurs sont-ils susceptibles d'entrer sur le marché en force? 3. Où les anciens acheteurs sont-ils susceptibles de prendre des bénéfices? Où les anciens vendeurs sont-ils susceptibles de perdre confiance en leur position et de se retirer? 4. Que devrait-il se passer pour que les acheteurs perdent confiance? Que devrait-il se passer pour attirer de nouveaux acheteurs sur le marché? Vous pouvez répondre à toutes ces questions en identifiant certains points de référence significatifs où les attentes des acheteurs ou des vendeurs sont susceptibles d'être élevées et où ils sont susceptibles d'être déçus s'ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent. En fait, tout cela fonctionne assez bien dans les modèles de comportement de marché typiques et les formations de prix avec lesquelles nous sommes tous familiers. Donc, nous allons examiner la composition psychologique de certains de ces modèles typiques. Cependant, avant de le faire, je veux couvrir quelques définitions supplémentaires. Comportement du marché. Le comportement du marché peut être défini comme l'action collective d'individus agissant dans leur propre intérêt pour profiter des mouvements de prix futurs tout en créant simultanément ce mouvement comme une expression de leur croyance sur l'avenir. Les modèles de comportement résultent des actions collectives de traders individuels faisant l'une des trois choses: initier des positions, maintenir des positions et liquider des positions. Qu'est-ce qui poussera un trader à entrer sur le marché? Une croyance qu'il peut gagner de l'argent et que l'état actuel du marché offre une opportunité d'entrer dans un trade à un niveau de prix qui est supérieur ou inférieur au prix auquel il peut être liquidé. Qu'est-ce qui poussera un trader à maintenir une position? Une croyance soutenue qu'il y a encore un potentiel de profit dans le trade. Qu'est-ce qui poussera un trader à liquider un trade? Une croyance que le marché ne fournit plus d'opportunité de gagner de l'argent. Cela signifierait dans un trade gagnant que le marché n'a plus le potentiel de se déplacer dans une direction qui permettra aux traders d'accumuler des bénéfices supplémentaires ou que le risque de rester dans le trade est trop grand par rapport au potentiel de bénéfices supplémentaires. Dans un trade perdant, le trader croit que le marché n'a plus le potentiel de se déplacer dans une direction qui lui permettra de récupérer ses pertes ou que le trade était un risque calculé dans lequel un niveau de perte prédéterminé a été fixé à l'avance. Si vous regardez n'importe quel graphique de prix, vous remarquez qu'au fil du temps, les prix formeront des motifs de manière très symétrique. Ces types de motifs de prix à l'apparence symétrique ne sont pas un accident. Ils sont une représentation visuelle de la lutte entre deux forces opposées, des traders se confrontant, pour ainsi dire, prenant parti puis devant changer de camp pour liquider leur trade. Point de référence significatif. Maintenant, ce que vous rechercheriez dans ces graphiques, ce sont des points de référence significatifs du marché. Ceux-ci sont définis comme tout ce qui amène les attentes des traders à être élevées concernant la possibilité que quelque chose se produise. Ce sont des points où un grand nombre de traders ont pris des positions opposées. Basés sur ces attentes, ils continueront à maintenir une position dans la croyance que l'attente sera réalisée, et surtout, ils liquideront probablement une position en raison de l'attente non réalisée. Les points de référence significatifs sont des endroits où les forces opposées, traders avec des croyances opposées sur l'avenir, ont pris position où elles ont, dans leur esprit, prescrit au marché des manières très limitées de se comporter, une situation de soi. Plus le point de référence est significatif, plus l'effet des traders sur les prix sera grand, car l'équilibre des pouvoirs changera de manière dramatique entre les deux forces opposées à ces points. Ces attentes concernant ce que le marché fera, projetées dans les niveaux de prix, sont particulièrement significatives car les deux côtés, acheteurs et vendeurs, ont décidé à l'avance de leur degré d'importance, où un trader prend une position, pariant que le marché ne peut pas ou ne fera pas quelque chose, et le trader prenant le côté opposé du commerce parie que cela se produira. Ainsi, les points de référence sont des niveaux de prix où de nombreux traders d'un côté du marché sont très susceptibles d'abandonner leurs croyances sur l'avenir, tandis que l'autre côté verra ses croyances sur l'avenir renforcées. C'est là où chaque côté s'attend à ce que le marché confirme ce qu'il croit être vrai. Vous pourriez dire que c'est un endroit où les attentes des traders concernant l'avenir et l'avenir se rencontrent réellement. Cela signifie pour un côté, dans leur esprit, que le marché les rendra gagnants, leurs croyances seront validées. Tous les traders de l'autre côté, cependant, seront rendus perdants. Ils sentiront que le marché leur a pris quelque chose et seront naturellement déçus. Je tiens à souligner ici que l'observateur objectif ne se soucie pas d'un côté ou de l'autre, elle chercherait simplement des signes et des opportunités. Plus les attentes des traders concernant quelque chose se produisant sont grandes, moins ils ont de tolérance pour la déception. Sur une base collective, si vous avez un groupe entier de traders qui s'attendent à ce que quelque chose se produise et que cela ne se produit pas,
ils devront trader dans la direction opposée à leur commerce original pour sortir de leur position. D'autre part, les gagnants ont vu leurs croyances validées, laissant par conséquent de moins en moins de traders disponibles pour laisser les perdants sortir de leurs transactions. Les perdants devront rivaliser entre eux pour l'offre limitée de traders prêts à prendre l'autre côté de la transaction, le côté qu'ils croyaient à l'origine serait réussi. Par exemple, si les acheteurs sont les perdants, ils auront besoin d'autres traders pour acheter chez eux afin de sortir de leur position. Toute cette activité entraînera un grand mouvement dans une direction. Zone d'équilibre. J. Peter Steidlmayer et Kevin Coy dans leur livre Marché et logique de marché, Chicago, Porcupine Press, 1987, font référence à une zone de valeur, où ils ont découvert que la majorité de l'activité de trading au cours d'une journée donnée se déroule dans un modèle de distribution en cloche normale. C'est très facile à voir jour après jour lorsque vous organisez l'activité de trading de manière à pouvoir voir comment le prix correspond au temps. Je ne veux pas entrer dans une longue discussion sur leur méthode d'organisation des données de marché, que je vous recommande d'apprendre, autre que de faire la distinction entre ce qu'ils appellent une zone de valeur et ce que j'appelle une zone d'équilibre. Steidlmayer et Coy disent que la plupart du volume de trading se déroule dans une fourchette de prix spécifique parce que cette fourchette est ce que le marché a établi comme un prix juste représentant la valeur de ce qui est échangé. La distinction que je veux faire est que la majorité des traders ne se rapportent pas spécifiquement à un prix juste ou à une valeur, ils se rapportent au confort. Ce qui leur donne du confort, c'est de faire ce que tout le monde fait. Dans une zone d'équilibre, les traders absorbent essentiellement les ordres ou l'énergie des autres, leurs croyances sur l'avenir exprimées sous forme d'énergie. Quand je dis que les traders se rapportent au confort, je veux dire un certain degré de moins de peur qu'ils ressentent normalement. La plupart des transactions se déroulent dans une zone de valeur ou d'équilibre parce que c'est là où la plupart des traders ressentent le moins de peur, quelque part au milieu de la fourchette de trading entre un haut ou un bas établi. C'est précisément pourquoi il y a moins de transactions en dehors de la zone de valeur ou d'équilibre et pourquoi, comme le disent Steidlmayer et Coy, ces transactions représentent les meilleures opportunités de gagner de l'argent, d'acheter ou de vendre loin de la valeur. Et c'est pourquoi ce sont les transactions les plus effrayantes à réaliser, car le trader qui peut les effectuer est tout seul. Il n'y a pas de sécurité dans les nombres. Il y a des traders qui se rapportent à la valeur en faisant des comparaisons entre divers contrats interconnectés et les marchés au comptant. Il y a les traders professionnels commerciaux ou institutionnels d'arbitrage qui prendront ou retireront des positions en fonction de formules mathématiques sophistiquées qui déterminent la valeur actuelle de quelque chose par rapport à autre chose. Sinon, la majorité des traders n'ont pas la moindre notion de valeur. Plus le marché passe de temps à un certain prix ou dans une fourchette de prix, plus il y a d'équilibre, d'accord ou de confort sur le marché. Les traders absorbent les ordres des autres, et personne n'est prêt à enchérir le prix plus haut ou à offrir le prix plus bas. Finalement, quelqu'un entrera sur le marché qui n'est pas d'accord avec tout le monde et croit qu'il y a une possibilité que les prix bougent beaucoup plus haut ou plus bas. Cette personne ou ce groupe de traders va essentiellement perturber l'équilibre avec leur activité d'achat ou de vente. Si leur activité est suffisamment forte, elle déclenchera une série de réactions en chaîne car elle amène d'autres traders, qui détiennent des positions ou surveillent le marché pour des opportunités, à confronter ces nouvelles conditions. Si l'équilibre est penché en faveur des acheteurs, par exemple, cela peut attirer nouveaux acheteurs sur le marché, créant plus de force d'achat et, par conséquent, plus de déséquilibre. Cela peut amener les traders qui détiennent des positions courtes à liquider. Pour ce faire, ils devront être acheteurs, laissant de moins en moins de vendeurs disposés à prendre l'autre côté des transactions dans lesquelles les acheteurs souhaitent entrer et les anciens vendeurs souhaitent sortir. Ces traders vont rivaliser entre eux pour l'offre de vendeurs en diminution, faisant monter le prix de plus en plus haut pour rendre la vente plus attrayante pour quelqu'un. Alors que ces traders sont dans leur propre petite guerre d'enchères, ils perdent généralement de vue le fait que le reste du monde observe ce qui se passe. Il pourrait y avoir un trader qui cherche à mettre en place une couverture massive pour protéger la valeur d'un portefeuille d'investissement ou d'une récolte. Il observe cette action de prix d'une perspective complètement différente de celle des traders sur le parquet. Les traders du parquet sont juste préoccupés par l'obtention de leur part et de ne pas manquer l'opportunité que ces prix en forte hausse ou en forte baisse représentent. Le coureur, en revanche, considère la hausse des prix comme un cadeau inattendu. Le rallye aurait pu fournir des prix beaucoup plus élevés que ce qu'il avait anticipé pour verrouiller la valeur de quelque chose qu'il possède déjà. Ainsi, le trader commercial décide de mettre en place une couverture. Et vous pouvez supposer que si un commercial pense que le prix est bon, d'autres le penseront aussi. Quoi qu'il en soit, si le coureur a un ordre qu'il perçoit comme suffisamment important pour arrêter le rallye,
il donnera des instructions au courtier du parquet qui gère son ordre pour faire des ventes échelonnées, le but étant de vendre autant de l'ordre que possible sans ruiner le rallye. Cependant, il ne faudra pas longtemps aux autres traders du parquet pour comprendre ce qui se passe. Ils sont très conscients de quels courtiers du parquet remplissent des ordres pour de gros clients commerciaux et institutionnels. Une fois qu'ils découvrent que quelqu'un de « gros » est sur le marché en train de vendre dans le rallye, peu, voire aucun, des traders du parquet n'ira à l'encontre d'eux en continuant à acheter. Personne ne veut se faire prendre au sommet. Ainsi, à mesure que chaque groupe de traders découvre qui vend, ils essaieront tous d'inverser leur position en vendant, et le cycle recommence. En regardant cela se produire de l'extérieur de la fosse, il semblerait que l'inversion soit instantanée, mais ce n'est pas le cas. Cela se produit par vagues, alors que l'information sur qui vend se propage de la source vers l'extérieur, très semblable aux vagues qui résultent du lancement d'une pierre dans un étang. Cela me conduit à l'observation que peu de traders ont un concept de valeur. Ils savent que le mouvement des prix crée une opportunité de gagner de l'argent, et cela peut tout aussi facilement leur faire perdre de l'argent s'ils ne savent pas ce qu'ils font. Si le prix se négocie dans une certaine fourchette pendant une période de temps, les traders deviendront à l'aise avec cette zone d'équilibre, rendant le trading plus facile pour le trader. À mesure que les prix sortent de la zone d'équilibre, moins de traders participeront en raison de ce qu'ils perçoivent comme un risque plus élevé que celui avec lequel ils sont à l'aise. Haut et bas. Probablement le plus proéminent de ces points de référence significatifs sont les précédents. Haut et bas. Si les prix montent régulièrement, les acheteurs commenceront à anticiper si les prix peuvent ou non pénétrer le dernier haut, et les vendeurs chercheront un autre sommet. Dans l'esprit du vendeur, ce dernier sommet, ou d'autres sommets dans le passé lointain, était un endroit où le marché a rencontré suffisamment de résistance pour arrêter le rallye. En d'autres termes, suffisamment de traders pensaient que le prix était cher la dernière fois qu'il était là, et ils commenceront à anticiper si la même chose se produira à nouveau. Les acheteurs et les vendeurs auront des attentes élevées concernant la probabilité que le marché fasse l'une des deux choses possibles, atteindre de nouveaux sommets ou échouer à atteindre de nouveaux sommets. À mesure que le marché approche de ce sommet, si certains d'entre eux sont prêts à enchérir le prix au-delà à un niveau significatif, cela pourrait convaincre d'autres traders qui étaient sur la touche. Si ces nouveaux traders entrent sur le marché en tant qu'acheteurs, cela ajoutera à l'élan à la hausse, ce qui pourrait amener les anciens vendeurs à se retirer de leur position. Cela ajoutera également à l'élan à la hausse du mouvement des prix. Support et résistance. Dans un marché en baisse, le support est un niveau de prix où les acheteurs sont entrés sur le marché ou où les anciens vendeurs ont liquidé leur position courte avec suffisamment de force pour empêcher les prix de descendre plus bas. Dans un marché en hausse, la résistance est un niveau de prix où les vendeurs sont entrés sur le marché ou où les anciens acheteurs ont liquidé leur position longue avec suffisamment de force pour empêcher les prix d'augmenter davantage. Les niveaux de support et de résistance sont des points de référence significatifs car de nombreux traders reconnaissent le support et la résistance sur les graphiques et croient en leur signification. Cette affirmation peut sembler redondante pour certaines personnes, mais elle illustre en réalité un point très important sur la nature des marchés, les traders agissant sur leurs croyances en la valeur future. Toutes les croyances deviennent finalement des prophéties autoréalisatrices. Si suffisamment de traders croient en la signification du support et de la résistance, et démontrent leur croyance en effectuant des transactions à ces niveaux, ils réalisent en effet leur propre croyance sur l'avenir. En tant qu'observateur, si nous savons que chaque côté, dans le tir à la corde perpétuelle entre acheteurs et vendeurs, s'attend à ce qu'une chose se produise, alors nous saurons qui sera le gagnant, qui sera le perdant, ce qu'ils feront probablement dans chaque cas, et comment cela affectera l'équilibre entre les deux forces. Par exemple, si les acheteurs enchérissent sur un marché, provoquant une hausse des prix, et tout à coup, de nombreux traders sont prêts à vendre pour moins que le dernier prix, ou un trader entre sur le marché avec un gros ordre de vente, provoquant une inversion immédiate des prix, le niveau de prix auquel le marché s'est arrêté est la résistance. Maintenant, il n'importe vraiment pas pourquoi l'équilibre des forces a changé des acheteurs aux vendeurs. Chacun aura ses propres raisons pour ce qui a causé l'inversion des prix. Tous seront généralement bien au-delà de la raison la plus simple et la plus évidente, qu'assez de traders affichaient une conviction suffisamment forte dans leur croyance en la valeur future pour arrêter la hausse des prix momentum et créer un momentum de prix à la baisse. Ce qui est vraiment important à propos de cela, cependant, c'est que de nombreux traders se souviendront que le marché s'est inversé à ce niveau de prix. En conséquence, ce prix aura alors un degré de signification dans l'esprit de ces traders qui ont vécu l'inversion. Cette première inversion est un sommet. Ce que nous ne savons pas, c'est s'il restera un sommet.
Combien de temps il faudra avant qu'il soit de nouveau contesté, ou s'il sera jamais contesté à nouveau? Si les acheteurs sont suffisamment dominants pour faire remonter le marché au précédent sommet, ils considéreront cette deuxième tentative comme un test et commenceront à anticiper si les prix peuvent ou non dépasser le précédent sommet. La seule façon que cela puisse se produire est si ces prix plus élevés attirent réellement des traders supplémentaires sur le marché du côté des achats parce qu'ils croient que c'est une opportunité d'acheter à bas prix par rapport à l'avenir. Les traders de floor sont particulièrement conscients de savoir si de nouveaux traders sont attirés sur le marché depuis l'extérieur et agissent sur cette information. Pour les besoins de cet exemple, si le marché s'est inversé très fortement la dernière fois que les prix ont approché ce niveau, il y aura de nombreux traders qui penseront qu'il se retournera probablement à nouveau. En conséquence, ils peuvent agir sur leurs croyances concernant la faible probabilité que les prix dépassent le dernier sommet et ainsi empêcher cela de se produire. Si plus de traders sont prêts à agir sur la croyance que cela ne se produira pas par rapport à ceux qui agissent sur la croyance que cela se produira, alors les prix s'arrêteront à nouveau. Techniquement, une fois que le marché teste un précédent sommet ou creux et échoue à pénétrer, vous avez alors une zone de support et de résistance définie. Le support et la résistance sont le plus facilement identifiés dans les graphiques en points et figures car ils représentent graphiquement le mouvement des prix dans les inversions. Une fois que le support et la résistance sont établis et identifiés, il peut être très facile de trader en plaçant vos ordres de chaque côté de la ligne de support ou de résistance. Par exemple, si au cours des 2 dernières semaines, chaque fois que les obligations ont rebondi à 95 à 25, puis sont retombées de manière significative à un certain niveau de support, comme 94 à 10, ce que je viens de décrire est une zone de support et de résistance, communément appelée une plage de trading. La signification de chaque extrémité de la zone serait déterminée par le nombre de fois que les prix ont rebondi à 95 à 25 et ont échoué à pénétrer, et combien de fois les prix sont tombés à 94 à 10 et ont échoué à pénétrer. Évidemment, plus il y a de tentatives et d'échecs, plus ces points auront de poids dans l'esprit des traders qui vivent ces tests et échecs subséquents. Pour un observateur objectif sans biais envers une direction particulière, les plages de trading peuvent être des moyens très faciles de gagner de l'argent. À mesure que le marché approche de 95 à 25, placez un ordre de vente quelque part autour de 95 à 21. Puisque nous savons que les marchés ne sont pas précis, vous ne voulez pas placer votre ordre exactement à l'extrémité supérieure de la plage, car chaque fois que le marché fait une tentative de pénétration, il y aura de nombreux traders qui anticiperont un échec. En conséquence, ils commenceront à vendre tôt et le prix peut ne jamais atteindre 95 à 25 pour que vous soyez rempli, si vous aviez placé votre ordre là. Aussi, mettez un ordre sur le marché pour arrêter et inverser, acheter 2, possiblement autour de 95 à 31. Chaque circonstance sera différente. Dans cet exemple, les 6 ticks que j'ai donnés au marché pour se définir peuvent ne pas être suffisants. L'objectif serait de placer vos ordres à un endroit où la probabilité la plus élevée est qu'ils continuent dans la direction de votre trade. Si le marché se négocie à 95 à 31, cela peut encore ne pas être suffisant pour que les anciens vendeurs deviennent déçus et abandonnent leur position en masse, provoquant une hausse des prix encore plus importante. Ce trade fonctionnera si le niveau de résistance a un degré élevé de signification dans l'esprit d'assez de traders pour qu'ils agissent et vendent contre lui par rapport à ceux qui sont prêts à acheter. Chaque fois que le marché s'approche de cette zone, les traders s'attendront à l'une des 2 choses possibles. Le marché va pénétrer, ou il échouera à nouveau. Dans tous les cas, le mouvement de prix qui en résulte sera significatif car un côté du marché sera déçu. Et si nous savons ce qui validera et décevra chaque groupe, alors nous pouvons déterminer comment ils se comporteront probablement et ainsi affecter l'équilibre du marché. Puisque le marché peut afficher des milliards de combinaisons de comportements d'un point à l'autre, des points de référence significatifs comme le support et la résistance réduisent ces comportements à 2 possibilités probables. En plaçant votre ordre des 2 côtés, vous pouvez tirer parti de la situation, peu importe ce qui se passe. Le support devient résistance et la résistance devient support. De nombreux traders ont lu ou entendu que l'ancien support devient résistance et l'ancienne résistance devient support. Cette idée du marché est valide pour des raisons psychologiques très solides. Si la résistance a été établie à 95 à 25, c'est parce qu'il y avait suffisamment de traders qui ont vendu à ce prix pour en faire une résistance. En fait, ce serait probablement le même groupe de traders qui a vendu à 95 à 25 chaque fois que le marché s'est approché de ce prix. Donc, chaque fois que le marché a rebondi jusqu'à 95 à 25 et a vendu, cela a fait des gagnants parmi tous ces traders qui ont choisi de vendre à ou près de ce prix. En conséquence, 95 à 25 prendra une grande signification dans l'esprit des traders qui ont réussi.
Chaque fois qu'ils réussissent par la suite, cela ne fera que renforcer leur croyance et leur foi dans ce niveau de prix. Maintenant, les prix remontent à 95 à 25 à nouveau, peut-être pour la 4e ou 5e fois, et comme la dernière fois, vous aurez un groupe de traders qui croient en ce niveau de résistance et vendront contre lui. Seulement cette fois, les acheteurs sont très forts à la hausse et continuent d'acheter à travers le niveau de résistance. Tous les traders qui choisissent de vendre à 95 à 25 sont maintenant confrontés à devoir gérer un trade perdant. Certains sortiront avec une petite perte, d'autres s'accrocheront en espérant que le marché reviendra. Dans tous les cas, le marché a invalidé leurs croyances sur l'avenir, et ils souffrent considérablement. Ils avaient foi en 95 à 25, et dans leur esprit, le marché les a trahis. Si le marché venait à revenir à 95 à 25 après avoir augmenté pendant plusieurs jours, comment pensez-vous que le groupe de traders qui a vendu à 95 à 25 la dernière fois, ceux qui croient avoir été trahis, va se comporter? D'abord, les traders qui s'accrochaient dans l'espoir que le marché revienne vont se retirer dès qu'ils seront proches de récupérer leur mise. Ils sont si reconnaissants de récupérer leur argent qu'il n'y a aucune chance qu'ils restent dans cette transaction, peu importe les possibilités de profit supplémentaires. Ils devront être acheteurs pour liquider leur position courte et seront trop heureux de mettre fin à leur souffrance. Les traders qui ont initialement coupé leurs pertes lorsque le marché a franchi 95 à 25 ne considéreront pas vendre à ce prix à nouveau en raison de la douleur émotionnelle d'avoir eu tort la dernière fois qu'ils ont vendu à ce prix. Je ne dis pas qu'ils seront à leur tour acheteurs à ce niveau, mais il est très probable qu'ils ne vendent pas. L'effet global que cela aura sur l'équilibre du marché est de retirer du pool existant de vendeurs disponibles à 95 à 25, ancienne résistance, ce qui fera pencher l'équilibre en faveur des acheteurs. Ainsi, l'ancienne résistance devient un support, et l'ancien support devient une résistance pour les mêmes raisons. Tendance et ligne de tendance. Les tendances, une série de sommets plus hauts et de creux plus hauts, ou de sommets plus bas et de creux plus bas sur une période de temps, fonctionnent parce qu'il n'y a pas assez de vendeurs pour absorber le nombre d'acheteurs qui se disputent l'entrée sur le marché pendant cette période. Ajoutant à cette force d'achat, il y aura d'anciens vendeurs à des niveaux inférieurs qui perdent enfin foi et se retirent de leur position. Ils le feront en nombre significatif lorsque les prix pénètrent ce qu'ils croient être des points de référence significatifs. Gardez à l'esprit que les tendances sont une fonction du temps. Le prochain mouvement à la hausse pourrait être défini comme une tendance d'un tic. Combien de temps l'imprévu entre acheteurs et vendeurs va-t-il durer? Dans un marché en tendance haussière, les prix vont se replier parce que les acheteurs prennent des bénéfices. Cela créera une certaine pression contrebalançante, mais si la tendance se poursuit après un repli normal, cela vous indique qu'il n'y a toujours pas assez de vendeurs pour absorber tous les acheteurs, avec suffisamment de reste pour créer un élan à la baisse. Vous saurez quand cela se sera produit lorsque le marché en tendance brisera son schéma normal de flux et de reflux. C'est pourquoi les marchés qui brisent des lignes de tendance ont tendance à continuer dans la direction de la rupture, car cela signale un changement significatif dans l'équilibre des forces. Après une certaine période, vous pouvez remarquer comment les marchés en tendance développeront un certain rythme et flux, rendant le mouvement des prix très symétrique sur un graphique à barres. Vous n'avez vraiment pas besoin de savoir pourquoi c'est ainsi. Vous devez juste remarquer qu'il existe. Quand ce flux est rompu, le marché se négociant au-dessus ou en dessous d'une ligne de tendance significative, c'est une bonne indication que l'équilibre des forces du marché a changé. Ensuite, demandez-vous, quelle est la probabilité que le changement prenne de l'ampleur et continue à évoluer dans la direction de la rupture? Vous n'avez même pas besoin de connaître la réponse à cette question. Passez un ordre à un endroit qui confirmerait la plus haute probabilité d'un changement dans l'équilibre. Ensuite, attendez que le marché se définisse. Si votre ordre est exécuté, placez un stop là où le marché ne devrait pas être pour confirmer que votre trade est toujours valide. Qu'est-ce qu'un trade valide? Demandez-vous, un où les plus hautes probabilités de mouvement des prix sont dans la direction de la force dominante. Autre retracement rallye vers un plus bas élevé. Je vais vous donner un exemple. Peu importe à quel point un trade est simple, il a des raisons psychologiques très solides de fonctionner. Dans cet exemple, le marché a atteint de nouveaux sommets et a chuté. La vente pourrait être le résultat de nouveaux vendeurs entrant sur le marché en force, ou d'anciens acheteurs vendant pour prendre leurs bénéfices, ou une combinaison des deux. Les prix continueront de baisser jusqu'à ce qu'assez de traders croient que le prix est bon marché et soient prêts à prendre l'initiative et à faire remonter le prix. À mesure que le prix approche du dernier sommet précédent, les acheteurs commenceront à anticiper si les prix peuvent pénétrer ou non, et les vendeurs chercheront un autre sommet. Dans les deux cas, les attentes des deux parties seront élevées. Si certains acheteurs sont prêts à enchérir le prix au-delà des sommets précédents à un niveau significatif,
cela convaincra d'autres qui étaient sur la touche. S'il entre, cela ajoutera à l'élan. Certains anciens vendeurs admettront avoir eu tort et devront acheter pour sortir de leur trad, ajoutant ainsi à l'élan à la hausse. Cependant, que se passe-t-il si le marché approche des sommets une deuxième fois, et que les vendeurs reviennent sur le marché avec suffisamment de force pour empêcher le prix de dépasser ou d'égaler le sommet précédent? Les acheteurs commenceront à devenir déçus. Où seront-ils vraiment déçus? Si suffisamment d'acheteurs ne viennent pas sur le marché pour soutenir le prix au niveau du bas précédent. Si les prix pénètrent ce bas, regardez les acheteurs se retirer en masse. Pour qu'ils sortent de leur position, qui va l'acheter? Si tout le monde essaie de vendre et que personne n'est disponible pour acheter, que vont faire les prix? Tomber comme une pierre. La raison pour laquelle un marché haussier est prêt à se transformer en marché baissier lorsque le grand public s'implique est que le grand public a la moindre tolérance au risque et a donc besoin du plus de réassurance et de confirmation que ce qu'il fait est une chose sûre. En conséquence, ils seront les derniers à être convaincus que le marché en hausse représente une opportunité. Si un marché haussier a duré un certain temps, le grand public se sentira obligé de sauter dans le train en marche, pour ainsi dire, à cause de leur perception que tout le monde le fait et gagne de l'argent. Ils vont s'appuyer sur n'importe quelle raison qui semble la plus rationnelle pour justifier leur participation, alors qu'en réalité, ils ne sauront que très peu de choses sur ce qu'ils font, mais puisque tout le monde le fait, comment pourraient-ils se tromper? Un marché haussier continu nécessite l'infusion continue de nouveaux traders prêts à payer des prix de plus en plus élevés. Plus un marché haussier dure, plus le nombre de personnes qui participent déjà en tant qu'acheteurs est grand, laissant de moins en moins de traders qui n'ont pas encore acheté et de moins en moins de traders prêts à faire monter le prix. Ces anciens acheteurs veulent évidemment voir le marché continuer à monter, mais ils ne veulent pas non plus se retrouver à tenir le sac si le marché cesse de monter. À mesure que leurs profits s'accumulent grâce aux prix plus élevés, ils commencent à devenir nerveux à l'idée de prendre leurs profits. Au moment où le grand public commence à acheter en masse, les traders professionnels savent que la fin est proche. Comment le professionnel le sait-il? Parce que le professionnel sait qu'il existe une limite pratique au nombre de personnes qui participeront pour faire monter le prix. Il viendra un moment où tout le monde qui est susceptible d'être acheteur aura déjà acheté, laissant littéralement personne d'autre pour acheter. Le trader professionnel aimerait que le marché continue à monter indéfiniment tout comme tous les autres acheteurs. Cependant, il comprend également l'impraticabilité de cela, donc il commence à prendre ses profits tant qu'il y a encore des acheteurs disponibles à qui vendre. Lorsque le dernier acheteur a acheté, le marché n'a d'autre choix que de descendre. Le public se retrouve coincé parce qu'il n'était pas prêt à prendre le risque quand il y avait encore un potentiel pour que le marché bouge. Pour que le marché se maintienne, il doit attirer de plus en plus de personnes. Aussi grand que soit ce pays ou le monde d'ailleurs, il n'y a qu'un nombre limité de personnes qui achèteront. Finalement, l'offre d'acheteurs s'épuise, et quand cela se produit, le marché tombe comme une pierre. Les professionnels ont vendu leur position avant que cela ne se produise, mais une fois que l'offre d'acheteurs s'épuise, les professionnels commencent à rivaliser entre eux pour l'offre d'acheteurs disponible qui diminue rapidement, donc ils offrent des prix de plus en plus bas pour attirer quelqu'un sur le marché afin qu'il puisse sortir. À un certain moment, au lieu que les prix plus bas soient attrayants pour les gens, cela les panique. Le public n'avait pas anticipé de perdre. Leurs attentes sont très élevées avec très peu de tolérance pour la déception. La seule raison pour laquelle ils sont entrés était parce que c'était une chose sûre. Lorsque le public commence à vendre, cela déclenche une ruée. Encore une fois, les gens attribueront leurs actions à une raison rationnelle parce que personne ne veut être considéré comme irrationnel et paniqué. La véritable raison pour laquelle les gens ont paniqué et que les prix ont chuté est simplement parce que les prix n'ont pas continué à monter. Chapitre 16 Les étapes vers le succès. L'autodiscipline est simplement une technique mentale pour rester concentré sur ce que vous devez apprendre, ou faire, pour accomplir vos objectifs. Il y aura des moments où vous n'aurez pas les ressources pour fonctionner efficacement par rapport aux conditions externes. D'autres fois, les ressources que vous avez seront en conflit à la fois avec les conditions et vos objectifs. Donc, pour accomplir vos objectifs, vous devrez vous adapter. En d'autres termes, vous devrez changer la façon dont vous interagissez avec l'environnement. Pour changer votre comportement et la façon dont vous vivez l'environnement, sentiments et émotions, vous devrez changer votre perspective. Pour changer votre perspective, vous devrez changer les composants mentaux qui affectent votre perception des informations environnementales. Gardez à l'esprit que vous ne pouvez pas contrôler physiquement ce que font les marchés. Vous ne pouvez que apprendre à contrôler votre perception des marchés pour partager le plus haut degré de réalité, le moins de distorsion, avec tous les autres qui participent ou ont le potentiel de participer. Plus vous devenez sophistiqué en tant que trader,
plus vous réaliserez que le trading est complètement mental. Ce n'est pas vous contre les marchés, c'est juste vous. Tous les autres traders participant à faire en sorte que le marché vous offre une opportunité de gagner de l'argent grâce à leurs croyances divergentes sur l'avenir. Si les gens n'étaient pas en désaccord sur la valeur future d'une marchandise ou d'une action particulière, alors il n'y aurait rien pour les inciter à enchérir un prix plus élevé ou à l'offrir plus bas, et l'opportunité de profiter de ces changements cesserait d'exister. Donc, les marchés offrent simplement à l'individu trader une opportunité. Ils ne choisissent pas les données sur lesquelles vous concentrez votre attention, et ils ne le font certainement pas. Interprétez les données que vous percevez. Ni les marchés ne sont responsables de ce que vous ne pouvez pas percevoir à cause des distinctions que vous n'avez pas encore appris à faire. Ils ne choisissent pas non plus quand vous ouvrez une position, combien de temps vous restez, quand vous sortez, ou combien de contrats vous achetez ou vendez. Chaque trader individuel crée sa propre expérience des marchés basée sur ce processus de sélection et les décisions qui en résultent. Si vous acceptez ce concept comme valide, alors les implications sont que vous n'aurez jamais de raison valable de blâmer les marchés pour vos résultats insatisfaisants. Les marchés ne vous doivent rien, peu importe à quel point vous travaillez dur pour réussir, parce que chaque autre trader participant le fait pour vous prendre votre argent. Vous et vous seul êtes complètement responsable de ce que vous finissez par avoir. Plus vous acceptez cette responsabilité, si vous ne l'avez pas déjà fait, plus il vous sera facile d'identifier quelles compétences vous devez apprendre pour interagir avec les marchés de manière plus réussie. Même si vous ne pouvez pas identifier les composants mentaux responsables de ce que vous avez obtenu, au moins en supposant que vous êtes responsable, vous vous ouvrirez à découvrir. Pour être un trader réussi, vous devez trader sans peur. Comme vous l'avez déjà appris, lorsque vous utilisez la peur comme une ressource pour vous limiter, vous créerez les conditions mêmes que vous essayez d'éviter. Autrement dit, vous ferez l'expérience de vos peurs. Vous ne pouvez également rien apprendre de nouveau car la peur vous forcera à percevoir le « maintenant » environnemental à partir de votre passé individuel. Vous ferez l'expérience de ce passé indépendamment des opportunités que l'environnement peut avoir à offrir à ce même moment. Votre histoire individuelle se répétera jusqu'à ce que vous changiez votre histoire, ce qui vous permettra alors d'apprendre et de vivre quelque chose de nouveau. Évoluer au-delà de vos peurs est également le meilleur moyen d'apprendre à prédire le comportement du marché. Plus les traders sont craintifs, moins ils perçoivent de choix comme étant disponibles pour eux-mêmes et plus il est facile de prédire leur comportement. Vous serez capable de reconnaître cela clairement chez les autres lorsque vous le reconnaîtrez vous-même et que vous travaillerez à sortir de la condition où vous tradez avec peur. Cependant, vous aurez besoin d'une certaine ressource pour vous limiter afin de ne pas devenir imprudent. Devenir imprudent est exactement ce que les gens ont tendance à faire s'ils ne ressentent aucune peur, surtout s'il y a un potentiel de résultats palpitants, comme c'est le cas dans le trading. La ressource dont vous avez besoin pour vous limiter est la confiance en soi. Vous gagnerez cette confiance en vous lorsque vous établirez un ensemble de règles et de directives à suivre pour trader et que vous saurez que vous suivrez toujours ces règles sans hésitation, quelles que soient les tentations de faire autrement. Une fois que vous vous ferez confiance pour toujours faire ce qui doit être fait, il n'y aura rien à craindre car les marchés ne pourront rien vous faire en raison de votre incapacité à répondre de manière appropriée. Par conséquent, n'ayant rien à craindre, vous êtes alors libre d'observer les marchés sans distorsion. Il n'y aura pas besoin d'éviter certaines catégories d'informations à cause de la façon dont ces informations vous feront sentir. Moins vous avez de raisons d'éviter ou de déformer l'information, plus vous vous faites disponible pour apprendre la nature des marchés. Plus vous apprenez, plus il sera facile d'anticiper ce que le marché fera ensuite. Si vous pouvez anticiper avec précision ce qui va se passer ensuite, il sera plus facile de vous donner de plus en plus d'argent, nonobstant les composants mentaux qui s'opposeraient à vous donner plus d'argent. Il est très important pour vous de comprendre que ces nouvelles perspectives sur le comportement du marché viendront par étapes à mesure que vous apprendrez à vous faire confiance de plus en plus. Il n'y a pas de plan « devenir riche rapidement » proposé ici. Il y a suffisamment d'histoires de chiffon à richesse et de richesse à chiffon pour attester du fait que devenir riche rapidement ne fonctionne de toute façon pas. Devenir riche rapidement ne peut mener qu'à une grande anxiété et frustration si vous n'avez pas les compétences pour le conserver. Il n'y a pas beaucoup d'intérêt à gagner beaucoup d'argent si vous êtes susceptible de commettre cette erreur de trading qui peut tout vous faire perdre, voire plus. Une fois que vous avez fait une fortune et que vous l'avez perdue, le travail psychologique que vous devrez faire pour la récupérer est énorme par rapport au travail nécessaire pour vous empêcher de la perdre en premier lieu. En tant que trader, il est plus important de savoir que vous suivrez toujours vos règles que de gagner de l'argent, car quel que soit l'argent que vous gagnez, vous le perdrez inévitablement au marché si vous ne pouvez pas suivre vos règles. Vous devez également comprendre que vos règles changeront à mesure que votre compréhension et vos perspectives évolueront.
Beaucoup de gens n'aiment pas établir des règles de trading parce qu'ils croient qu'une fois établies, elles ne peuvent pas être changées. Tout exercice que je vous propose ou règle que vous choisissez pour guider votre comportement de trading est seulement transitoire. Ce sont des méthodes et des techniques pour vous amener au-delà de certaines étapes fondamentales de développement afin que vous puissiez reconnaître par vous-même leur valeur et ce que vous devez faire ensuite pour être plus réussi. En fait, une bonne règle de base à utiliser pour déterminer votre préparation à aller au-delà d'une certaine règle ou exercice et au prochain défi est la reconnaissance que vous pouvez faire ce que vous vous êtes fixé d'apprendre si bien que cela devient une seconde nature. Sinon, continuez à travailler dessus jusqu'à ce que vous n'ayez plus à y penser. Étape 1. Restez concentré sur ce que vous devez apprendre. Tout d'abord, vous devrez peut-être changer votre perspective ou le focus de votre trading. Jusqu'à présent, votre focus a peut-être été de gagner de l'argent. Si c'est le cas, vous devrez changer votre perspective en « que dois-je apprendre » ou « comment devrais-je m'adapter pour interagir plus efficacement ». Vous devez rester concentré sur la maîtrise des étapes pour atteindre votre objectif et non sur le résultat final, sachant que le résultat final, l'argent, sera un sous-produit de ce que vous savez et de la manière dont vous pouvez agir sur ce que vous savez. Il y a une différence énorme entre se concentrer sur l'argent et se concentrer sur l'utilisation de votre trading comme un exercice pour identifier ce que vous devez apprendre. Le premier vous amènera à vous concentrer sur ce que les marchés vous donnent ou vous enlèvent. La deuxième perspective vous amène à concentrer votre attention sur votre capacité à vous donner de l'argent. Avec la première perspective, vous placez une partie de la responsabilité sur les marchés pour faire quelque chose pour vous. Avec la deuxième perspective, vous assumez toute la responsabilité. Gardez toujours à l'esprit que chaque moment est un reflet parfait de votre niveau de développement. Si vous considérez chaque moment où les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez ou l'attendez comme une erreur, alors vous vous couperez généralement de l'insight sur vous-même contenu dans chaque moment. La raison pour laquelle nous nous couperons de cette information est que nous associons généralement les erreurs à la douleur. Nous éviterons instinctivement la douleur et, ce faisant, nous éviterons également ce que nous devons savoir sur nous-mêmes pour interagir plus efficacement dans des circonstances similaires à l'avenir. Pour évoluer au-delà de la douleur et de notre peur des erreurs, nos erreurs doivent être résolues. Cela pourrait être une grande tâche et vous ne voudrez peut-être pas vous y attaquer en ce moment. Donc, ce que vous devrez faire, c'est construire un cadre corollaire pour placer toutes vos expériences de trading. Ce cadre doit être défini de telle manière que toutes les expériences soient valides et aient un sens, et, en tant que telles, les erreurs n'existent pas, elles indiquent juste le chemin. Dans le cadre de ce cadre, vous devrez peut-être également changer votre définition d'une opportunité manquée. À part l'incapacité d'accepter une perte, il n'y a rien qui ait le potentiel de causer plus de dommages psychologiques qu'une croyance en des opportunités manquées. Les opportunités manquées sont des transactions qui auraient toujours parfaitement réussi parce qu'elles n'ont eu lieu que dans nos esprits, où nous pouvons faire en sorte que tout soit comme nous le voulons. Bien sûr, nous aurions réagi exactement comme les conditions l'exigeaient sans défaut. Le problème est que nous ne l'avons pas fait, et le sentiment de perte qui en résulte est difficile à réconcilier. Par conséquent, ces transactions d'opportunités manquées ont le potentiel de causer plus d'anxiété et de stress que les transactions que nous prenons réellement et qui se révèlent être des perdants. Rien n'est pire que de manquer une opportunité parfaite. Cependant, si vous aviez pu, vous l'auriez fait. C'est aussi simple que cela. Plus vous acceptez cela tôt, plus vous serez en mesure de tirer parti de ces opportunités manquées au lieu de vous en vouloir. De plus, il n'y a vraiment rien à manquer car les marchés sont en mouvement perpétuel et continueront de l'être jusqu'à ce que tout le monde s'accorde sur la valeur. Tant que le prix continue de changer, il y aura toujours une autre opportunité. Lorsque vous commencez à trader sous l'angle que les erreurs n'existent pas, vous serez étonné du sentiment de liberté que vous ressentirez pour grandir en acceptant vos résultats comme un reflet de qui vous êtes à ce moment-là, ce qui vous permet ensuite de déterminer ce que vous devez apprendre pour faire mieux. Lorsque vous libérez l'énergie de la croyance qu'il est possible de manquer quoi que ce soit, vous ne vous sentirez plus contraint de faire quelque chose, comme entrer dans des transactions trop tôt ou trop tard. En d'autres termes, vous vous donnerez des choix supplémentaires, ne rien faire est souvent la plus appropriée choix, où il n'existait qu'un seul choix. Vous devez constamment garder à l'esprit que les traders professionnels dont vous essayez d'extraire de l'argent connaissent déjà et utilisent beaucoup des principes énoncés dans ce livre. Ils comprennent le concept d'objectivité, ont appris à trader sans peur, et savent comment exécuter correctement leurs transactions. Avant de pouvoir commencer à retirer de l'argent des marchés de manière cohérente au lieu que les marchés prennent le vôtre, vous devrez également apprendre ces compétences. Donc, je vous suggérerais de mettre de côté un certain montant de capital de trading comme frais de scolarité pour votre éducation.
La somme que vous mettez de côté sera fonction du nombre de compétences que vous devez apprendre. Ce qui est le plus important, c'est que vous fassiez un engagement ferme envers votre éducation en tant que trader. Même si vous tradez depuis des années et que vous êtes réussi, mais pas aussi réussi que vous le souhaiteriez, mettre de côté de l'argent que vous allez trader comme un exercice pour apprendre une compétence nécessaire est un symbole très puissant de votre engagement à apprendre cette compétence. Plus votre engagement est fort, plus vous apprendrez rapidement. Étape 2. Gérer les pertes. Règle de trading 1. Prédéfinissez ce qu'est une perte dans chaque transaction potentielle. Par prédéfinir, je veux dire déterminer à quoi le marché doit ressembler ou ce qu'il doit faire, pour vous dire que la transaction ne représente plus une opportunité, du moins pas une opportunité dans le cadre temporel dans lequel vous tradez. Lorsque vos croyances sur les pertes sont restructurées, la possibilité d'une transaction perdante ne créera aucune menace de douleur. La plupart des traders à succès ont restructuré leurs croyances sur les pertes après avoir perdu une ou plusieurs fortunes. Ils ont vécu leurs pires craintes concernant la perte et ont ensuite réalisé qu'ils n'avaient rien à craindre s'ils faisaient simplement ce qui doit être fait. Que doit-on faire? Confronter la possibilité de se tromper et, par conséquent, ne pas éviter l'inévitabilité de subir une perte. Donc, confronter et accepter l'inévitabilité d'une perte est une compétence de trading, certainement une compétence apprise à la dure pour la plupart, mais néanmoins un composant essentiel à la base de pratiquement tout ce que vous devez apprendre pour devenir un trader à succès. Les relativement peu de traders à succès sur le marché aujourd'hui l'ont fait à la dure. Vous, en revanche, avez l'opportunité de le faire beaucoup plus facilement. Il y aura deux composants mentaux en jeu pour vous aider à acquérir cette compétence. Le premier est votre compréhension de pourquoi il est si essentiel de confronter la possibilité d'une perte. Si vous ne le faites pas, vous générerez de la peur et finirez par créer l'expérience même que vous essayez d'éviter. Lorsque vous comprenez vraiment ce concept, il vous deviendra inacceptable de trader selon l'ancienne perspective d'évitement de la perte. Le second est votre volonté de changer vos définitions de ce que cela signifie de perdre. En utilisant certains des exercices mentaux du chapitre 14, vous pouvez changer ces définitions en utilisant vos pensées au lieu de devoir perdre tout ou pratiquement tout ce que vous possédez pour arriver au même endroit. Cet endroit est, les pertes ne me diminuent, vous, pas en tant que personne. Plus vous y croyez tôt, plus il sera facile d'identifier et d'exécuter une opération perdante. En faisant de l'exécution d'une opération perdante une fonction automatique de votre stratégie de trading, vous vous rendez psychologiquement disponible pour profiter de la prochaine opportunité, même si cette opportunité est dans la même direction que l'opération perdante dont vous venez de sortir. Règle de trading 2. Exécutez vos opérations perdantes immédiatement dès que vous percevez qu'elles existent. Lorsque les pertes sont prédéfinies et exécutées sans hésitation, il n'y a rien à considérer, à peser ou à juger et, par conséquent, rien à vous tenter. Il n'y aura aucune menace de vous permettre la possibilité d'un désastre ultime. Si vous vous trouvez à considérer, peser ou juger, alors vous ne prédéfinissez pas ce qu'est une perte ou vous ne les exécutez pas immédiatement dès que vous les percevez, auquel cas, si vous ne le faites pas et que cela s'avère rentable, vous renforcez un comportement inapproprié qui mènera inévitablement à un désastre. Ou si vous ne le faites pas et que la perte s'aggrave, vous créerez un cycle négatif de douleur, qui, une fois commencé, sera difficile à arrêter. L'erreur suivante après avoir laissé une perte échapper à tout contrôle est généralement de ne pas saisir la prochaine opportunité, qui est invariablement toujours une opération gagnante. Après quoi, nous nous fâchons tellement contre nous-mêmes d'avoir laissé passer cette opportunité que nous nous rendons susceptibles à un certain nombre d'autres erreurs de trading, comme prendre une opération qui était un conseil d'un autre trader, qui est invariablement toujours un perdant. Il est important que vous notiez qu'une fois que vous vous faites entièrement confiance pour couper vos pertes, vous atteindrez finalement le point où vous n'aurez peut-être pas besoin de prédéfinir ce qu'est une perte. Il y a des traders qui ont atteint un tel degré d'objectivité et de confiance qu'ils peuvent entrer dans une opération et savoir quand c'est un perdant sans avoir à le prédéfinir pour eux-mêmes. Ils laissent le marché le définir pour eux en fonction de leur connaissance approfondie des divers participants impliqués et de leur connaissance des diverses relations entre le mouvement des prix et le temps. Cependant, la raison pour laquelle ils ont pu apprendre ce qu'ils savent sur la nature des marchés est que leur champ d'attention s'est élargi pour inclure plus d'informations non déformées menant à de plus grandes perspectives, une fois qu'ils ont appris, d'abord, cependant, à se faire confiance. Gardez à l'esprit que la peur est vraiment la seule chose qui nous empêche d'apprendre quoi que ce soit de nouveau. Vous ne pouvez rien apprendre de nouveau sur la nature du comportement du marché si vous avez peur de ce que vous pourriez faire ou ne pas faire qui n'est pas dans votre meilleur intérêt. En prédéfinissant et en coupant vos pertes, vous vous rendez disponible pour apprendre la meilleure façon possible de laisser vos profits croître.
Étape 3. Devenir un expert dans un seul comportement de marché. En général, la plupart d'entre nous grandissent en croyant que lorsque nous devons prendre une décision, plus nous pouvons rassembler d'informations pertinentes, meilleures seront nos décisions. Ce n'est pas nécessairement vrai avec le trading, surtout dans les premières étapes de la carrière de quelqu'un. Dans la plupart des situations de marché, il y a un nombre égal de traders ayant une propension à acheter et ceux ayant une propension à vendre ou ceux qui ont besoin d'acheter et veulent que quelqu'un prenne l'autre côté de la transaction et vice-versa. Chacun aura ses raisons et rationalisations pour toute cette activité de trading, créant à peu près autant d'informations conflictuelles qu'il y a de participants. Parce qu'il y a tant d'informations et parce qu'une grande partie de ces informations est conflictuelle, le trader débutant devra spécifiquement limiter sa prise de conscience des informations du marché auxquelles il se permet d'être exposé. Plus n'est pas mieux, cela crée juste de la confusion et une surcharge qui mèneront finalement à des pertes. Vous devez commencer aussi petit que possible et ensuite vous permettre de grandir progressivement dans des quantités de plus en plus grandes d'informations sur le marché. Ce que vous voulez faire, c'est devenir un expert dans un seul type de schéma de comportement qui se répète avec un certain degré de fréquence. Pour devenir un expert, choisissez un système de trading simple qui identifie un schéma, de préférence un qui soit mécanique, plutôt que mathématique, afin que vous travailliez avec une représentation visuelle du comportement du marché. Votre objectif est de comprendre complètement chaque aspect du système, toutes les relations entre les composants, et son potentiel à produire des transactions rentables. En attendant, il est important d'éviter toutes les autres possibilités et informations. Parmi toutes les combinaisons de comportements possibles, vous allez limiter votre attention à une seule combinaison. Par conséquent, vous laisserez passer toutes les autres opportunités. Commencer petit et travailler progressivement vers d'autres combinaisons est un véritable exercice de discipline qui a quelques avantages psychologiques importants. Tout d'abord, vous construirez une base de confiance en apprenant que vous pouvez, en fait, évaluer avec précision ce qui est le plus susceptible de se produire ensuite. Il est beaucoup plus facile de gagner cette confiance si vous ne vous submergez pas avec les possibilités apparemment infinies du marché. Deuxièmement, en passant d'autres opportunités que vous n'êtes pas encore un expert, vous vous libérerez de tout désir pressant de trader. Tout comportement pressant est généralement le résultat d'une certaine peur. Cette peur, à son tour, vous amènera à vous comporter de nombreuses manières inappropriées. Si l'idée de laisser passer des opportunités qui ne correspondent pas à votre cadre vous trouble, alors demandez-vous, quelle est la précipitation? Si vous avez confiance en votre capacité à vous transformer en un trader réussi, quelle différence cela pourrait-il faire que vous laissiez passer certaines opportunités maintenant à des fins éducatives? Une fois que vous aurez appris à devenir le trader que vous souhaitez être, vous pourrez alors vous donner autant d'argent que vous le désirez. Cependant, pour atteindre ce point, votre objectif devrait être de planifier votre développement de manière à ce que vous fassiez le moins de dégâts possible à vous-même, tant financièrement que psychologiquement. Ensuite, après avoir développé les compétences appropriées, retirer de l'argent des marchés peut être aussi facile que presque tout le monde le croit avant de commencer à trader. Si, en revanche, vous finissez par vous faire beaucoup de mal, vous devrez annuler ce dommage avant de pouvoir accumuler de la richesse en tant que trader. Après que le mal est fait, cela ne fera aucune différence combien vous apprenez sur la nature des marchés ou à quel point vous apprenez à percevoir une opportunité. Il y a de nombreux traders qui finissent par devenir des analystes de marché experts mais qui ne peuvent pas gagner un centime en tant que trader à cause de tous les dégâts qu'ils se sont infligés au début de leur carrière de trading. Ce qui se passe dans ces situations, c'est que le passé d'un trader générera tellement de peur qu'il ne pourra pas exécuter ses trades correctement ou pas du tout, peu importe à quel point il a bien appris à prédire ce que le marché fera ensuite. Rien n'est plus frustrant que de savoir ce qui va se passer ensuite et de ne pas pouvoir y faire quoi que ce soit. Vous devez comprendre que la capacité à percevoir une opportunité, basée sur la qualité des distinctions que vous pouvez faire et votre capacité à exécuter un trade, ne sont pas des fonctions automatiques l'une de l'autre. La perception et l'exécution sont des compétences séparées. Elles peuvent et fonctionnent en tandem, s'il n'y a pas de composants mentaux bloquant l'exécution. Sinon, l'intention de profiter de ce que vous percevez comme une opportunité peut ne pas avoir de soutien intérieur ou le type de soutien intérieur nécessaire pour exécuter correctement votre intention. S'il y a des obstacles mentaux empêchant l'exécution correcte d'un trade, alors apprendre à percevoir de meilleures opportunités ne résoudra pas le problème. Donc, l'objet de cet exercice est de vous aider à apprendre comment devenir un expert et rester en bonne santé pendant que vous le faites. Et quand vous en devenez un, il y aura beaucoup moins d'obstacles à votre capacité à tirer le maximum parti de vos compétences perceptives.
Si vous regardez déjà ou tradez plusieurs marchés et que vous n'êtes pas réussi ou pas aussi réussi que vous le désirez, alors je vous suggérerais de revenir à un seul marché ou deux au maximum. N'élargissez pas votre champ d'action tant que vous ne comprenez pas parfaitement les caractéristiques des marchés. Étape 4. Apprendre à exécuter un système de trading sans faute. L'exécution correcte de vos trades est l'un des composants les plus fondamentaux pour devenir un trader réussi et probablement le plus difficile à apprendre. Il est certainement beaucoup plus facile d'identifier quelque chose sur le marché qui représente une opportunité que d'agir en conséquence. Cependant, il y a de bonnes raisons pour lesquelles il est si difficile d'agir sur un signal de trading en dehors de ce qui a déjà été identifié comme des obstacles mentaux. Pour comprendre ces raisons, vous devez comprendre la nature des systèmes de trading, définis comme toute méthodologie qui identifie de manière cohérente une opportunité d'acheter ou de vendre avec un potentiel de profit à un moment futur, et comment ils interagissent avec les marchés et nous-mêmes. La plupart des bons systèmes de trading, techniques ou autres, retireront de l'argent de manière cohérente des marchés sur le long terme. Beaucoup de ces bons systèmes sont disponibles au public depuis des années, et pourtant, il y a toujours un énorme écart entre ce qui est possible et ce que presque tout le monde finit par obtenir. Le problème avec les systèmes de trading est qu'ils définissent le comportement du marché de manière limitée alors que le marché peut se comporter de manière infinie. Les systèmes réduisent mathématiquement ou mécaniquement les relations dans les caractéristiques du comportement humain à des probabilités en pourcentage de ce qui pourrait se passer ensuite. Ils ne peuvent capturer qu'un très petit nombre de ces caractéristiques de comportement par rapport aux milliards qui sont possibles. Tout modèle identifié peut ou non se répéter par rapport à la façon dont le modèle ou la relation a progressé lorsqu'il a été observé dans le passé. Par conséquent, nous ne savons jamais vraiment s'il est valide ou non jusqu'à ce qu'il se soit réellement complété. Le grand problème psychologique ici est que les gens ont du mal à agir sur des opportunités avec des résultats probables. La plupart des gens aiment se considérer comme des preneurs de risques, mais ce qu'ils veulent vraiment, c'est un résultat garanti avec un suspense momentané pour leur faire sentir que le résultat était incertain. Le suspense momentané ajoute le facteur de frisson nécessaire pour empêcher nos vies de devenir trop ennuyeuses. Quand il s'agit de cela, personne ne trade pour perdre, personne ne place un trade en croyant qu'il va être perdant, et tous les systèmes auront définitivement un pourcentage de trades perdants. Il est donc difficile de ne pas être tenté d'essayer de deviner lesquels vont être les perdants et de ne pas participer. Comme la plupart d'entre vous qui lisez ce livre le savent déjà, essayer de devancer votre système de trading est un exercice de frustration extrême. Parfois, le système vous donnera des signaux pour trader de manière complètement contraire à votre logique et à votre raisonnement. Parfois, le système défiera votre raisonnement et aura raison, et parfois vous serez d'accord avec le système et il aura tort. Vous devez comprendre que les systèmes de trading technique ne sont pas conçus pour être devinés. Ce que je veux dire, c'est qu'ils ne sont pas conçus pour vous donner des signaux isolés d'une opportunité à saisir quand cela semble juste. Ce qu'ils font, c'est définir, quantifier et catégoriser mathématiquement les relations passées dans le comportement humain collectif pour vous donner un résultat statistiquement probable de l'avenir. En comparaison avec le trading, il est beaucoup plus facile de prendre des risques et de participer à un événement de jeu avec un résultat purement aléatoire basé sur des probabilités statistiques, simplement parce que c'est aléatoire. Ce que je veux dire, c'est que si vous risquez votre argent sur un événement de jeu dont vous savez qu'il a un résultat aléatoire, alors il n'y a aucun moyen rationnel de prédire quel serait ce résultat. Par conséquent, vous n'avez pas à assumer la responsabilité du résultat s'il n'est pas positif. En revanche, avec le trading, l'avenir n'est pas aléatoire, le mouvement des prix, les opportunités et les résultats sont créés par des traders agissant sur leurs croyances et leurs attentes de l'avenir. Chaque trader contribue au résultat de l'avenir en mettant en place et en retirant des transactions conformément à leurs croyances. Parce que les traders créent réellement l'avenir en agissant collectivement sur leurs croyances concernant l'avenir, le résultat de leurs actions n'est pas exactement aléatoire. Pourquoi d'autres les traders essaieraient-ils de devancer leur système, à moins qu'ils n'aient une certaine conception de l'avenir et de la manière dont cet avenir affectera les marchés? Cela ajoute un élément de responsabilité au trading qui n'existe pas avec un événement purement aléatoire et qu'il est difficile d'éviter. Ce degré de responsabilité plus élevé signifie qu'une plus grande partie de votre estime de soi est en jeu, rendant la participation beaucoup plus difficile. Le trading vous donne toutes sortes de moyens de vous blâmer pour toutes les choses que vous auriez dû ou pu considérer qui auraient abouti à un résultat plus satisfaisant. De plus, vous ne tradez pas dans un vide d'informations. Vous formez vos attentes concernant l'avenir avec des informations que les systèmes techniques ne prennent pas en compte.
Par conséquent, cela crée un conflit entre ce que votre intellect dit devrait se passer et les moyens purement mathématiques de prédire le comportement humain offert par votre système technique. C'est précisément pourquoi les systèmes techniques sont si difficiles à relier et à exécuter. Les gens ne sont pas enseignés à penser en termes de probabilité, et nous ne grandissons certainement pas en construisant un cadre conceptuel qui corrèle une prédiction du comportement humain de masse en probabilité statistique par le biais d'une formule mathématique. Pour pouvoir exécuter correctement vos systèmes de trading, vous devrez incorporer deux concepts dans votre cadre mental, penser en termes de probabilité et corréler les chiffres ou la mécanique de votre système au comportement. Malheureusement, la seule façon d'apprendre réellement ces choses est de les expérimenter en exécutant votre système. Le problème est que rarement le trader typique restera avec son système au-delà de 2 ou 3 pertes consécutives, et prendre 2 ou 3 pertes consécutives est une occurrence très courante pour la plupart des systèmes de trading. Cela crée quelque chose d'un paradoxe ou d'un catch-22. Comment le faire si vous n'y croyez pas, et vous n'apprendrez pas à y croire à moins de le faire suffisamment longtemps pour que cela devienne une partie de votre cadre mental? C'est ici que vous employez la discipline mentale pour faire de l'exécution sans faille une habitude. Exercice. Prenez une partie du capital de trading que vous avez mis de côté pour votre éducation afin d'acheter et de trader un système de trading simple avec des points d'entrée et de sortie bien définis. Engagez-vous à trader ce système exactement selon les règles. Vous devez faire un engagement très fort ici et ne pas jouer à des jeux avec vous-même. L'objectif de cet exercice est de surmonter toute résistance que vous pourriez avoir à suivre vos règles. Ce système n'a pas besoin d'être coûteux. Vous pouvez en obtenir un parmi de nombreux livres sur l'analyse technique disponibles aujourd'hui. Je pense qu'il est important d'en acheter un au lieu d'en concevoir un vous-même car il pourrait être un peu plus facile de rester concentré sur les objectifs de cet exercice. Avec n'importe quel système vous concevez, vous allez naturellement vouloir gagner de l'argent. Gardez-le pour plus tard, après avoir appris à exécuter correctement. Vous devez également trouver un système qui convient à votre tolérance unique pour subir une perte. Le montant d'argent que vous risquez par transaction doit être un montant avec lequel vous êtes complètement à l'aise, du moins au début. Si vous ne restez pas dans ce niveau de tolérance, vous serez, au minimum, mal à l'aise, auquel cas, dans la mesure où vous êtes mal à l'aise, vous interrompez le processus d'apprentissage. Lorsque vous ressentez de la douleur, au lieu de vous concentrer sur ce que le marché vous enseigne sur lui-même et sur vous-même, vous vous concentrerez sur des informations qui apaiseront votre douleur. Ce qui se traduit généralement par une leçon douloureuse. Vos objectifs sont 1. D'apprendre l'art de l'exécution parfaite en apprenant que vous pouvez suivre les règles que vous avez établies pour vous-même. Je définis exécution parfaite comme exécuter une transaction immédiatement après avoir perçu une opportunité. Inclus dans l'opportunité est l'opportunité de sortir d'une transaction perdante. Et 2. D'incorporer une croyance dans votre système mental sur la nature des résultats probables afin que vous croyiez que vous pouvez gagner de l'argent à long terme avec votre système de trading, si, bien sûr, vous pouvez l'exécuter correctement. Vous rencontrerez probablement de nombreuses croyances s'opposant à l'exécution parfaite. Voici quelques suggestions pour vous aider à surmonter cette résistance. Tout d'abord, comprenez que cet exercice, du moins pour la plupart des gens, ne sera pas facile, alors soyez indulgent avec vous-même. Plus vous êtes acceptant de vos erreurs, plus il sera facile de faire la prochaine tentative. Si votre enfant apprenait à faire du vélo, je suis sûr que vous ne le gronderiez pas pour être tombé et ne lui diriez pas de ne pas essayer à nouveau. Vous l'encourageriez et finalement il apprendrait. Accordez-vous le même type de compréhension et de considération. Deuxièmement, prendre tous les signaux générés par votre système est le seul moyen d'obtenir l'expérience de première main dont vous avez besoin pour établir une croyance dans les résultats probables, et de relier les mathématiques ou la mécanique au comportement. Vous devez le faire malgré votre résistance, et vous devez le faire suffisamment longtemps pour que le système devienne une partie de votre cadre mental. Lorsque cela se produit, vous aurez la force de l'habitude qui travaille pour vous, et la lutte cessera. Faites simplement de votre mieux et cherchez des moyens d'améliorer votre performance. Gardez constamment à l'esprit que ce que vous faites est plus un exercice d'apprentissage de la discipline de trading et de l'art de l'exécution parfaite, ce qui, à long terme, est bien plus important que votre désir immédiat de gagner de l'argent. Alors gardez votre taille de contrat légère. Vous pouvez toujours l'augmenter plus tard, lorsque vous aurez appris à vous faire entièrement confiance pour toujours faire ce qui doit être fait sans hésitation. Restez avec l'exercice jusqu'à ce qu'il devienne une seconde nature ou une partie de qui vous êtes. À mesure que vous gagnez en confiance, vous apprendrez davantage et par conséquent apprendrez à gagner de l'argent en tant que trader. À mesure que vous gagnez de l'argent, vous gagnerez en confiance.
Ce cycle positif élargira votre capacité à réussir tout aussi facilement qu'un cycle négatif se nourrira de lui-même pour finir dans le désespoir. Étape 5. Apprendre à penser en probabilité. Après avoir maîtrisé les compétences plus fondamentales, en d'autres termes, une fois que vous avez acquis la discipline nécessaire pour interagir efficacement avec l'environnement de trading, vous pouvez commencer à utiliser vos compétences de raisonnement et vos pouvoirs intuitifs pour déterminer ce que le marché est susceptible de faire ensuite. Cela impliquera d'apprendre à penser en probabilité. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous ne pouvez pas personnellement faire bouger le marché, alors vous voudrez être capable d'identifier le groupe qui démontre la plus grande possibilité de faire bouger le marché et vous voudrez trader avec ce groupe. Ou vous voudrez déterminer les croyances prévalentes exprimées sur le marché et comment ces croyances affecteront le mouvement des prix. Ce processus d'identification nécessite une perspective objective détachée, où vous regardez et écoutez ce que le marché vous dit, au lieu d'être concentré sur ce que le marché vous fait personnellement. Rappelez-vous, 2 traders prêts à trader à un prix font un marché. Quelles que soient les extrémités extrêmes de l'expression humaine, c'est ce que le marché est capable de faire. Par exemple, avez-vous déjà dit « Le marché ne peut pas casser les bas de contrat, il n'y est jamais allé auparavant ». Si vous avez acheté ces bas en vous basant sur votre croyance en son impossibilité, alors considérez que tout ce qu'il faut, c'est un trader qui est prêt à vendre plus bas pour vous rendre faux. Le fait que le marché l'ait fait le rend juste. Vous auriez pu être un vendeur aux plus bas historiques et être un gagnant d'un tick lorsque le prochain trader a cassé ses bas, si vous aviez pu percevoir la vente comme une opportunité. Si les prix devaient pénétrer ces bas avec un quelconque suivi, cela indiquerait qu'il y a beaucoup de traders qui croient qu'ils ne monteraient pas. Ces vendeurs ont évidemment agi sur leurs croyances avec suffisamment de force pour surpasser les acheteurs disponibles pour prendre l'autre côté de la transaction. Peu importe les critères que les vendeurs ont utilisés pour justifier leurs actions, qu'ils soient rationnels ou irrationnels selon les normes de quiconque, rien ne changera le fait que le marché a échangé plus bas. Le fait que vous croyiez qu'il ne pouvait pas le faire n'a aucune conséquence, à moins que vous ne puissiez trader des chiffres suffisamment importants pour inverser cela. Sinon, vous pouvez soit être avec lui, soit contre lui. Pour vous aider à apprendre à être avec le flux du marché, je pose une série de questions conçues pour vous garder concentré sur le moment présent, afin de déterminer ce qui est vrai à propos du marché. 1. Que me dit le marché à ce moment? 2. Qui paye pour entrer ou sortir? 3. Quelle est la force? 4. Le momentum est-il en train de se construire? 5. Peut-il être mesuré par rapport à quelque chose? 6. Que devrait-il se passer pour indiquer que le momentum change? 7. La tendance s'affaiblit-elle ou s'agit-il d'un retracement normal? 8. Qu'est-ce qui montrerait cela? Si le marché a affiché un type de motif assez symétrique et que ce motif a été perturbé, alors c'est une bonne indication que l'équilibre des forces a changé. 9. Y a-t-il des endroits où un côté va définitivement prendre le dessus sur l'autre? Si ce point est atteint, il peut encore falloir un certain temps pour que l'autre côté soit convaincu qu'il est perdant. Combien de temps êtes-vous prêt à leur donner pour qu'ils fuient leur position? 10. S'ils ne fuient pas leur position, que cela vous dira-t-il? 11. Que devaient croire les traders pour former le motif actuel par rapport au passé? Rappelez-vous que les croyances des gens ne changent pas facilement à moins qu'ils ne soient extrêmement déçus. Les gens sont déçus lorsque leurs attentes ne sont pas satisfaites. 12. Qu'est-ce qui décevra la force prédominante? 13. Quelle est la probabilité que cela se produise? 14. Quel est le risque de le découvrir dans une transaction? 15. Y a-t-il suffisamment de potentiel de mouvement pour que la transaction vaille le risque? Nous ne saurons peut-être jamais ce que les traders feront en fait. Mais nous pouvons déterminer ce qu'ils feront probablement si certaines choses se produisent d'abord. Par exemple, si les traders poussent le prix en dessous du précédent bas, que se passera-t-il probablement? Ce nouveau bas est-il suffisamment significatif pour amener les traders détenant des positions longues à se retirer? Cela incitera-t-il de nouveaux shorts à entrer sur le marché ou à attirer des shorts existants à ajouter à leur position? De nouveaux shorts peuvent être attirés par le marché, et les anciens shorts ajouteront à leur position. Cette chute de prix s'arrêtera lorsque suffisamment de traders croiront que le prix est bon marché par rapport à quelque chose. Ce point de référence sera probablement un autre ancien haut ou bas précédent. Si vous ne pouvez pas déterminer la signification d'un haut ou d'un bas particulier ou de tout autre point de référence significatif à cet égard, alors vous devez vous demander si cela vaut le risque de le découvrir. Combien de marge devrez-vous donner au marché pour se définir avant qu'il ne soit évident que le flux du marché n'est pas dans la direction de cette transaction? Posez-vous cette question, pour que cette transaction soit valide ou continue d'être valide, le marché ne devrait pas se négocier jusqu'à quel point?
S'il se négocie dans cette limite, alors la transaction a encore un potentiel de réussite. Au-delà de ce point, elle n'est plus valide dans la direction dans laquelle j'ai commencé. Gardez à l'esprit que le montant du mouvement de prix que vous déterminez comme nécessaire pour que le marché se définisse doit correspondre à votre tolérance émotionnelle pour accepter la valeur en dollars d'une perte de cette taille. Sinon, ne prenez pas la transaction, peu importe combien de potentiel vous pensez qu'elle pourrait avoir, à moins que vous ne puissiez réalistiquement changer les paramètres précédents pour correspondre à votre capacité à une perte potentielle. Laissez le marché se définir lui-même et ensuite appliquez quels que soient les critères que vous utilisez pour définir une opportunité. Identifiez vos points de référence significatifs et placez vos ordres de chaque côté du point, puis attendez que le marché fasse ce qu'il va faire. Essayez de placer vos ordres sur le marché à l'avance de ce que vous percevez comme ayant une forte probabilité de se produire en fonction des conditions de marché existantes. En plaçant vos ordres à l'avance d'un mouvement anticipé, vous apprendrez à laisser le marché travailler pour vous. Placer vos ordres à l'avance vous aidera également à éviter d'avoir une opinion, et vous ne vous soumettrez pas au conflit moment par moment inhérent à tout mouvement de prix. Gardez à l'esprit que puisque le marché est en mouvement perpétuel, cela vous met dans une position où vous devez faire des évaluations sans fin du risque actuel par rapport aux possibilités de récompense actuelles. Pour faire cela efficacement, vous devrez apprendre à observer le marché comme si vous n'étiez pas en position. Cette perspective vous libérera pour prendre l'action appropriée pour la situation au lieu d'hésiter, d'espérer et de souhaiter que le marché vous donne raison. Le marché ne vous donne pas raison, vous vous donnez raison. Votre incapacité à exécuter ou le degré auquel vous hésitez après avoir perçu une opportunité d'entrer ou de sortir d'un trade ou de renverser votre position sera un excellent indicateur de la mesure dans laquelle vous êtes mentalement enfermé. Prendre note de ces occurrences d'hésitation ou d'immobilité vous donnera une indication de l'état exact de vos ressources mentales pour exécuter. Vous avez besoin de cette information à utiliser comme point de référence pour construire. Lorsque vous êtes sur le point d'entrer dans une position, demandez-vous, en imaginant, à quoi les 5 prochaines minutes ou demain, selon votre cadre temporel, devraient ressembler pour valider votre trade, pour confirmer que la tendance est toujours intacte. À quoi les 5 prochaines minutes ou demain devraient-elles ressembler pour indiquer le contraire? Ensuite, encore une fois, placez vos ordres au prix approprié avant que le marché n'y arrive. Toutes ces questions vous rappelleront que tout peut arriver, et vous vous préparerez à l'avance à ces possibilités. De plus, si tout peut arriver, alors bien sûr, vous devrez considérer qu'il y aura toujours quelque chose que vous n'avez pas pris en compte, dont vous n'aviez absolument aucune conscience ou dont vous ne pouviez avoir aucune connaissance préalable, par exemple. Combien de traders peuvent entrer sur le marché pour la première fois avec suffisamment de force pour inverser sa direction? Gardez à l'esprit que les prix se déplacent dans la direction de la plus grande force, les traders réalisant leurs croyances sur l'avenir. Ou dit sous sa forme inverse, les prix se déplaceront dans la direction de la moindre résistance à la force dominante. Les points de référence significatifs vous donnent l'opportunité de faire des évaluations de haute probabilité du degré d'équilibre ou de déséquilibre entre les deux forces, le point auquel il est probable qu'ils se déplacent et en faveur de qui. En apprenant à identifier des points de référence significatifs, vous pouvez déterminer ce que chaque groupe fera en fonction de ce qu'il croit déjà sur la valeur future. Si vous pouvez déterminer sur une base collective ce qui validera ou invalider ces croyances, alors vous saurez comment chaque groupe est susceptible de se comporter. Je veux vous rappeler que cette approche est pour vous aider à rester détaché et à comprendre que le mouvement des prix est une fonction des traders agissant individuellement et collectivement comme une force exprimant leur croyance en la valeur future. Le plus grand nombre avec la croyance la plus forte aura toujours raison. La façon la plus simple de gagner de l'argent est d'aller avec le flux. Pour identifier le flux, vous devez vous tenir à l'écart de la foule et suspendre ce que vous croyez sur la valeur relative afin de pouvoir déterminer qui est susceptible de faire quoi et avec quelle force, comme tout le monde est susceptible de réagir, et si cela ne se produit pas, que feront alors les traders? En vous posant ces questions, vous gardez automatiquement votre attention sur le marché et sur ce que les possibilités sont. Toute limitation que vous imposez au comportement du marché vous fera vous concentrer sur l'impossibilité au lieu de la possibilité que quelque chose se produise. Votre croyance que le marché doit se comporter d'une certaine manière prescrite par votre structure mentale vous fera concentrer votre attention sur ce que le marché vous fait, et si ce qu'il fait cause de la douleur, alors le potentiel existe pour que vous évitiez ou déformiez l'information, ce qui entraîne généralement une prise de conscience douloureuse et forcée. Étape 6. Apprendre à être objectif. Pour atteindre un état d'objectivité, vous devez fonctionner à partir de croyances qui permettent que tout puisse arriver, par opposition à des croyances qui ne permettent qu'au marché de s'exprimer de manière limitée.
Si vous fonctionnez à partir d'une croyance que tout peut arriver, alors quoi que ce soit qui se produise ne vous menacera d'aucune manière, ce qui vous évitera d'éviter ou de déformer certaines catégories d'informations sur le marché. Toute limite que vous imposez au comportement du marché sera un facteur compensatoire pour votre manque de confiance et de confiance pour agir de manière appropriée dans une situation donnée. Cela sera évident par la peur, le stress et l'anxiété que vous ressentirez lorsque le marché s'exprimera au-delà de vos limites mentales et que vous ne pourrez rien faire pour contrôler la situation. Cependant, vous devez avoir une certaine croyance ou attente concernant l'avenir ou vous ne mettriez jamais en place un trade en premier lieu. Pour être objectif, vous devrez vous libérer des attentes soutenues par la demande et faire ce que j'appelle des évaluations non engagées des probabilités. Contrairement au marché, dans nos vies sociales quotidiennes, nous pouvons et exerçons un contrôle sur l'environnement pour nous assurer des résultats que nous désirons. Les règles que nous apprenons à respecter pour interagir les uns avec les autres sont nos attentes concernant l'avenir. Une fois que nous avons appris ces règles, surtout si nous les avons apprises de manière douloureuse, nous pouvons exiger certains résultats de l'environnement. Ainsi, nos attentes concernant l'avenir sont en réalité des exigences que l'environnement se conforme à nos attentes à son égard. Sans vraiment y penser, nous emporterons ces mêmes types d'exigences avec nous dans l'environnement de trading en raison de notre résistance naturelle à abandonner nos attentes. C'est-à-dire que rester engagé dans une croyance limitée sur les possibilités qui existent sur les marchés est pratiquement la même chose que de faire une exigence. Si vous avez des doutes à ce sujet, considérez que si nous n'exigions pas que le marché se conforme à nos attentes, alors nous n'aurions jamais de raison de nous mettre en colère quand il ne le fait pas. Vous êtes-vous déjà mis en colère contre le marché ? La colère est un mécanisme de défense naturel. Lorsque nous ressentons de la colère, c'est une indication que l'environnement nous attaque d'une certaine manière, créant un déséquilibre entre l'environnement mental et l'environnement extérieur. L'environnement extérieur nous montre soit quelque chose sur lui-même, soit sur nous-mêmes que nous ne voulons pas accepter. Nous nous protégeons avec notre colère pour repousser cette attaque. Dans notre vie quotidienne, notre colère peut être un outil efficace pour obtenir ce que nous voulons, changer ce que l'environnement extérieur nous montre sur lui-même que nous ne pouvons pas accepter, ou pour repousser ce que l'environnement nous montre sur nous-mêmes que nous ne pouvons pas accepter. Cependant, si nous interagissons avec le marché avec des attentes soutenues par des exigences ou un engagement envers son comportement, nous nous couperons de l'information dont nous avons besoin pour faire des évaluations précises de son potentiel à se déplacer dans une direction donnée. Si nous n'avons pas le pouvoir de contrôler les marchés de manière à les faire faire ce que nous attendons d'eux et en même temps nous ne sommes pas prêts à abandonner nos attentes et à accepter la façon dont les choses sont, alors cela créerait ce qui serait autrement un dilemme irréconciliable si ce n'était pour notre capacité à déformer, altérer ou exclure l'information de notre conscience. La distorsion perceptuelle est le seul facteur compensatoire qui, au moins temporairement, corrigera le déséquilibre entre ce que nous attendons et ce que le marché offre, lorsqu'il y a une différence entre les deux. Nos attentes engagées concernant l'avenir agiront comme une force sur notre perception de l'information du marché pour contrôler son flux dans notre système mental de manière à éviter une confrontation avec quoi que ce soit qui ne corresponde pas à ce que nous croyons déjà possible. Ce qui, bien sûr, sera toujours moins que ce qui est possible du point de vue du marché. Si nous percevons beaucoup moins que ce qui est disponible, alors nous sommes déconnectés de ce qui est possible du point de vue du marché et nous nous préparons à une prise de conscience douloureuse et forcée. Pour être objectif, vous devez faire des évaluations non engagées des probabilités. Ce qui signifie simplement que vous n'avez aucun engagement envers un résultat particulier. Vous observez simplement ce qui se passe à chaque instant comme une indication de ce qui se produira probablement ensuite. Voici à quoi ressemble l'objectivité, afin que vous puissiez reconnaître quand vous l'avez atteinte. Vous ne ressentez aucune pression pour faire quoi que ce soit. Vous n'avez aucun sentiment de peur, vous ne ressentez aucun sens de rejet, il n'y a pas de bien ou de mal, vous reconnaissez que c'est ce que le marché me dit, c'est ce que je fais, vous pouvez observer le marché du point de vue comme si vous n'étiez pas en position, même lorsque vous l'êtes, vous n'êtes pas concentré sur l'argent mais sur la structure du marché pour rester objectif. Anticipez autant de possibilités que vous le pouvez et à quel point chacune de ces possibilités est probable. Ensuite, décidez à l'avance ce que vous allez faire dans chaque situation. Si aucun de vos scénarios ne se déroule comme vous l'aviez anticipé, alors sortez. Libérez-vous du besoin d'avoir raison. Plus vos évaluations sont désengagées, moins il y a de potentiel de distorsion et d'expérience d'une prise de conscience douloureuse et forcée. Étape 7. Apprendre à vous surveiller comme décrit dans l'exercice pour développer l'autodiscipline au chapitre 14. Vous devez commencer à prêter attention à ce que vous pensez et à quelle information de marché vous vous concentrez. Règle de trading: lorsque vous êtes dans un trade, demandez-vous constamment si quelque chose doit arriver.
Évidemment, vous voulez que le marché aille dans votre direction. Cependant, ce que je veux que vous fassiez, c'est surveiller comment vous vous sentez, votre niveau d'engagement envers ce qui doit arriver. Rappelez-vous qu'il y a une grande différence de perspective entre ce qui se passe et quelque chose qui doit arriver. Si vous constatez que vos niveaux d'engagement augmentent, continuez à vous dire qu'il est normal que tout puisse arriver parce que vous avez confiance en votre capacité à réagir de manière appropriée à ce qui se passe. Demandez-vous ce qui ne peut pas arriver. Que ne peut pas faire le marché? Lorsque vous vous trouvez à rationaliser le comportement du marché pour soutenir votre position, vous opérez dans le domaine de l'illusion et vous vous préparez à une prise de conscience douloureuse et forcée. Rappelez-vous que le marché peut faire n'importe quoi, même vous enlever vos bénéfices si vous le permettez. Prenez toujours quelque chose des marchés lorsque vous vous trouvez dans un trade gagnant. Une question à vous poser est si vous êtes prêt à vous donner de l'argent aujourd'hui. Si la réponse ne revient pas par un oui retentissant, alors découvrez pourquoi avant de trader. Si vous ne pouvez pas réconcilier le problème ou le mettre de côté, alors vous feriez mieux de ne pas trader, jusqu'à ce que vous le fassiez. Si vous êtes déterminé à commerce de toute façon, au minimum faites une réduction substantielle du nombre de contrats que vous négociez normalement. Lorsque vous vous concentrez sur la valeur monétaire d'un commerce au lieu de la structure du marché, c'est-à-dire ce que le commerce vaut pour vous en termes de dollars, de rêves, d'objectifs, et ainsi de suite au lieu de ce que le marché vous dit sur son potentiel à se déplacer dans une direction donnée. Alors supposez que vous déformez ou évitez certaines informations et soit ne mettez pas le commerce en place, soit retirez ce que vous avez jusqu'à ce que vous deveniez plus objectif. Chapitre 17 Note finale. Même après que vous ayez appris toutes les compétences énoncées dans ce livre, à un moment donné, il vous viendra probablement à l'esprit que votre trading est simplement un mécanisme de rétroaction pour vous dire combien vous vous aimez à un moment donné. Après que vous ayez appris à vous faire confiance pour toujours agir dans votre meilleur intérêt, la seule chose qui vous retiendra est votre degré d'auto-évaluation. C'est-à-dire que vous vous donnerez un montant d'argent qui correspond directement à ce que vous croyez mériter en fonction d'un système de valeurs que vous avez acquis à un moment donné de votre vie. Plus vous vous sentez positif à propos de vous-même, plus l'abondance affluera naturellement vers vous en tant que sous-produit de ces sentiments positifs. Donc, en essence, pour vous donner plus d'argent en tant que trader, vous devez identifier, changer ou décharger tout ce qui dans votre environnement mental ne contribue pas au plus haut degré d'auto-évaluation qui est possible. Qu'est-ce qui est possible? Restez concentré sur ce que vous devez apprendre, faites le travail nécessaire, et votre croyance en ce qui est possible s'étendra naturellement en fonction de votre volonté de vous adapter. Nous vous remercions d'avoir écouté ce livre audio. Nous espérons que ce livre améliorera vos résultats de trading. Nous vous souhaitons tout le meilleur. Abonnez-vous pour plus de livres sur la psychologie du trading.